Bonjour à tous. Je suis très fière d'être devant vous ici aujourd'hui parce que, comme il a été dit, en tant que ministre de la Santé et de l'Environnement, je sais à quel point on ne peut avoir une population saine sans avoir un environnement sain, en particulier un air sain. La qualité de l'air illustre parfaitement le lien entre la santé et l'environnement. Donc, je comprends tout à fait pourquoi les mutualités libres travaillent sur ce sujet. Je voudrais tout de même vous remercier pour l'engagement que vous démontrez aujourd'hui, pour l'engagement que tous les participants aujourd'hui démontrent, parce qu'il est très important, capital même, de voir que beaucoup de personnes travaillent à une même œuvre et sont prêts à faire avancer les choses. Alors, je vais essayer de parler en français. N'hésitez pas à faire appel à la traduction, à l'interprétation directe, parce que mes notes, effectivement, sont en français. Je vais maintenant passer au français. Respirer un air pur, c'est totalement essentiel pour la santé, c'est totalement essentiel évidemment pour la qualité de l'environnement. La pollution de l'air, ça reste le problème environnemental numéro 1 en Europe, dans les villes et ailleurs. C'est le problème qui produit le plus de soucis de santé et de conséquences négatives de santé. Des centaines de milliers de décès prématurés sur le continent, des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, cérébrales, et tout cela touche évidemment en particulier d'abord les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, etc. Ça affecte évidemment aussi les environnements généraux, les écosystèmes, et ça entraîne des coûts économiques importants, ça vient d'être dit, entre autres pour nos systèmes de santé. Il est important donc d'investir pour améliorer les conditions environnementales et améliorer la qualité de l'air, pour offrir le droit à chacune et chacun de respirer un air pur. Et pour y parvenir, on doit agir ensemble avec ambition et avec conviction. Et donc je suis content de vous voir nombreux aujourd'hui pour discuter de ce sujet crucial. Je suis aussi content d'avoir pu faire avancer sous cette législature très concrètement ce dossier ici à Bruxelles, mais aussi dans une certaine mesure au niveau européen. Alors, je vais mettre en évidence quelques points. D'abord, je tenais à souligner l'importance d'agir ensemble pour lutter contre ce problème majeur de santé publique. La pollution de l'air, elle ne s'arrête pas aux frontières administratives. Une action transfrontalière forte profite à toutes et tous. Il est donc évidemment important d'avoir un cadre européen qui soit le plus clair et le plus ambitieux possible. C'est la raison pour laquelle les avancées engrangées dans le cadre du Green Deal européens sont évidemment importantes. Il vient d'y être fait référence. Alors, ces dernières années, il y a eu fixation de standards clairs en direction d'une décarbonation du parc de véhicules. On réduit drastiquement l'utilisation du fossile dans la production industrielle et dans l'énergie. Il y a une accélération du déploiement de sources d'énergie renouvelables et un nombre croissant de villes européennes se dotent de zones à faible émission. C'est aussi grâce au cadre européen, il faut le dire. Sans le cadre, moi je le sens comme ministre régional, dans une multitude de politiques que je mets en place et que je peux mettre en place, l'ambition qui est fixée, la capacité à fixer un cadre ambitieux découle aussi du cadre européen et des objectifs européens. Nous avons besoin d'un cadre clair et ambitieux. Nous en avons besoin maintenant et nous en aurons besoin encore pour le futur.
Plus récemment, j'ai eu le plaisir de coordonner les travaux du Conseil sur la révision des normes européennes en matière de qualité de l'air. Il vient d'y être fait référence aussi. C'est un travail complexe, mais important. Il y a eu de nombreuses tractations, vous le savez, puisque les points de vue étaient quand même fort différents entre le Parlement, le Conseil, la Commission. Ceci dit, il y a accord sur un texte qui doit nous permettre d'aligner notre législation le plus rapidement possible avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et là encore, ce texte, cette nouvelle directive, qui va donc être votée au Parlement dès demain, si je touche du bois, parce que depuis Nature Restoration Law, j'avoue que je suis plus prudent sur l'approbation des textes européens, mais normalement, donc, ce texte devrait être approuvé au Parlement et puis ensuite au Conseil le plus rapidement possible. Il nous aidera. Il nous aidera. Il aidera les personnes qui, comme moi aujourd'hui, sont ministres de l'Environnement et ou de la Santé dans une région ou dans un État. Il nous aidera à avancer sur des mesures concrètes supplémentaires. C'est extrêmement important. Je tiens à le souligner quand même au moment où d'aucuns remettent parfois en question même l'utilité de l'Union européenne, le sens que ça peut encore avoir, le fait que les États peuvent se débrouiller tout seuls. Bien souvent, en environnement, sans le cadre européen, nous serions moins loin que nous sommes aujourd'hui. Les impacts de ce travail sont déjà visibles, ce dont je me réjouis, mais évidemment, l'heure n'est pas à une pause environnementale. L'heure est à la mise en œuvre des accords ambitieux déjà existants qui nous portent pour les prochaines années, des objectifs climatiques 2030, 2040, 2050, des objectifs environnementaux généraux. Et donc, la mise en œuvre de ces accords, mais donc nécessairement aussi une amplification des politiques climatiques et environnementales. Il y aura des politiques climatiques et environnementales plus fortes dans 5 ans et dans 10 ans que celles d'aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes communément fixés. Et donc, il est illusoire, voire mensonger, de faire croire qu'il pourrait être question d'une pause, ou en tout cas, alors, ce serait dramatiquement irresponsable. Deuxièmement, vous le savez, le rôle des villes est crucial dans la transition environnementale. En matière de pollution de l'air, les villes sont génératrices de polluants atmosphériques, mais elles sont aussi les premières victimes. Elles concentrent les populations, souvent les populations les plus vulnérables, mais pas seulement. Elles concentrent les populations. Heureusement aussi, elles concentrent les solutions. C'est en ville qu'il y a le plus de transports en commun, par exemple, où les réseaux sont les plus denses. C'est aussi en ville où c'est le plus simple de se déplacer à vélo ou à pied. Très franchement, le vélo, c'est mon moyen de déplacement quotidien. On va dire dans 90-95% de mes déplacements, même en tant que ministre. C'est pas juste parce que je suis un écologiste, c'est aussi parce que c'est le plus pratique. C'est ce qui me permet d'arriver à l'heure à mes rendez-vous dans un agenda chargé. C'est le vélo, en fait. Parfois la marche à pied aussi. Et donc, effectivement, les villes, elles concentrent ce type de solutions. Et donc les villes doivent montrer l'exemple et récoltent d'importants bénéfices d'une transition environnementale, entre autres vers un air plus pur. Ici, à Bruxelles, en termes d'environnement et de climat, de nombreuses mesures ont été prises ces dernières années. On a rehaussé nos objectifs climatiques, notamment parce qu'il y a le Green Deal, et il y a une rehausse des objectifs dans le cadre du Green Deal. Ça nous a poussé à augmenter nos propres objectifs climatiques et toutes les actions derrière. Nous avons adopté une stratégie ambitieuse de rénovation du bâti.
Nous avons augmenté les budgets et les soutiens de manière drastique. Nous avons encore augmenté aussi les budgets sur les transports en commun. Ici à Bruxelles, c'est quasiment 20% du budget de cette région pour avoir un réseau de transport en commun qui soit le plus efficace possible. Nous avons augmenté en 5 ans plus ou moins de 15% l'offre de transport en commun ici à Bruxelles. Je me permets de le dire parce que souvent les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans cette ville, il y a plus de trams, plus de bus qu'avant. Ils roulent plus, ils sont plus fréquents, ils sont plus modernes, ils sont plus confortables et par-dessus le marché, ils sont moins polluants qu'avant. Nous avons aussi fixé un cap clair vers une sortie des véhicules thermiques à Bruxelles avec la Low Emission Zone version 2, les étapes de 2025 à 2035 et au-delà. Toutes ces décisions sont prises et sont ancrées maintenant dans la législation, avec donc un cap et une prévisibilité à long terme, à moyen et à long terme, ce qui est extrêmement important. Un certain nombre de résultats sont visibles à Bruxelles. Je ne suis pas en train de dire qu'à Bruxelles tout est parfait, rassurez-vous. Néanmoins, des résultats sont visibles. Le nombre de cyclistes a explosé. La zone de basse émission a permis de réduire les concentrations d'oxyde d'azote de plus de 30% sur les principaux axes de la ville en 4 ans, par l'exclusion des diesels Euro 4. Et aussi d'importantes réductions d'émissions de gaz à effet de serre sont observées dans le secteur des bâtiments, de l'ordre de 40 à 50% de réduction de nos émissions ces dernières années. Et pour la première fois, ces toutes dernières années, on a une réduction des émissions dans le secteur du transport. Ça n'est jamais arrivé depuis 1990, mais ces toutes dernières années, nos émissions de gaz à effet de serre diminuent dans le transport aussi. On est encore loin, ceci dit, d'atteindre les objectifs. Les recommandations de l'OMS sont encore loin aussi en qualité de l'air, elles ne sont pas atteintes. Et il y a encore de grandes disparités environnementales d'un quartier à l'autre de la ville. Je conclus donc mon intervention sur un point. Pour y arriver, nous ne pouvons y arriver qu'ensemble, en incluant la population et les parties prenantes. Si nous voulons amplifier nos politiques, il n'y a rien à faire. On doit les faire en alliance et en articulation avec les ONG, avec les citoyennes et les citoyens, avec un certain nombre de médias et de partenaires, avec les administrations, avec le secteur privé. Nous avons lancé une multitude de partenariats sur la qualité de l'air avec Bloomberg, que je remercie encore, et tous les partenariats et tous les partenaires qui sont dans le partenariat qui a été établi. Mais nous faisons de même aussi sur la rénovation du bâti, sur nos objectifs climatiques. On essaie de travailler ensemble. C'est ce que je nous souhaite. Je vous souhaite aujourd'hui une journée qui va vous permettre des apprentissages et des collaborations fructueuses et qui nous permettent d'avancer ensemble et en partenariat vers un avenir qui soit meilleur. Merci encore aux organisateurs de cette journée et bonne journée à toutes et tous.